Salut les gars, c'est Rototo. On se retrouve pour le 21e épisode de notre série consacrée aux avions de War Thunder. Petite parenthèse avant d'aborder l'avion que vous avez sous les yeux, j'ai nommé le Brewster F2A1 dit Buffalo. Petite parenthèse par rapport à un commentaire que j'avais fait dans la vidéo précédente où je vous avais dit que j'allais commencer à partir de cette vidéo à parler des avions de seconde génération, en particulier des avions britanniques. En fait, j'ai complètement oublié les Yankees. Alors là, je ne sais pas si c'est un acte manqué, comme on dit en psychanalyse. En tout cas, c'est absolument pas volontaire de ma part. J'avais complètement oublié d'aborder une nation qui pourtant est une des nations majeures en matière d'aéronautique et en matière d'avions de la Deuxième Guerre mondiale, puisque effectivement les avions américains ont énormément marqué ce conflit. Donc vraiment voilà, donc je suis vraiment navré pour cette contre-information. Je vais donc commencer cette série avec le premier d'entre eux que vous avez sous les yeux, et nous allons aborder bien sûr les avions première génération américains avant de parler des avions de deuxième génération des pays que nous avions déjà abordés dans les vidéos précédentes. Voilà. Autre petite parenthèse, je voudrais profiter de la vidéo pour faire un grand merci à Oli Piu Piu. Oli Piu Piu qui est le coordinateur de la communauté francophone de War Thunder sur le forum français. Vraiment je tiens à le remercier pour le soutien qu'il apporte à cette série et surtout pour sa sympathie. Voilà, je referme la parenthèse et nous allons maintenant tout de suite parler de l'avion que vous avez sous les yeux. Donc je disais le Brewster F2A1 Buffalo. Le surnom Buffalo qui d'ailleurs est un surnom donné par les Britanniques, alors c'était assez fréquent. Les Britanniques avaient l'habitude comme ça de donner des surnoms, je ne sais pas trop pourquoi d'ailleurs, qui pouvaient parfois être différents de ceux donnés par les principaux concernés, à savoir les Américains. Si vous preniez par exemple le Curtiss P-40 que les Américains surnommaient Tomahawk du nom de la hache de guerre bien connue des guerriers indiens, eh bien les Anglais lui donnaient le surnom de Kitty Hawk. Bon, pourquoi? Eh bien écoutez, je ne sais pas. Peut-être que les Anglais avaient voulu distinguer ainsi les avions de fabrication américaine qui combattaient sous leur propre marquage, ou bien parce qu'ils voulaient donner un surnom qui leur correspondait mieux. Je n'ai aucune idée là-dessus. En tout cas, le surnom Buffalo a été donné par les Britanniques au départ. Voilà. Avant qu'on aborde l'aspect historique, technologique de l'avion et qu'on le mette ensuite en situation de bataille, un petit mot sur le constructeur. Il s'agit donc du constructeur Brewster Aeronautical Corporation. En fait, au départ, c'était non pas un constructeur d'avions, mais un constructeur de carrosserie de voitures et de camionnettes qui s'appelait Brewster Co. Et c'est à partir des années 1930-1932 qu'un ingénieur du nom de James Work a racheté la division aéronautique de cette firme pour la transformer sous le nom de Brewster Aeronautic Corporation. Et c'est donc cette firme qui répondit à un appel d'offres de l'US Navy au milieu des années 30 pour la fabrication d'un chasseur moderne, monoplan, susceptible de pouvoir décoller et atterrir à partir des porte-avions de l'US Navy. Et donc Brewster remporta la commande face à d'autres concurrents et notamment face au F4F Wildcat, enfin du moins dans sa première version, puisqu'évidemment dans les versions successives, le F4F fit une très grande carrière comme on le sait et marqua en grande partie la guerre du Pacifique contre les Japonais. Au niveau de ses caractéristiques, que dire? C'est pas véritablement une grande réussite, il faut bien l'admettre. C'est un bon avion, mais comme tous les avions de sa génération, c'est-à-dire qu'on est, comme on l'a vu pour les avions japonais ou soviétiques, on est vraiment dans une période de transition à partir des années 30, c'est-à-dire qu'on passe de l'ancienne technologie aéronautique utilisée jusque-là, technologie biplan avec train d'atterrissage fixe, et on passe sur une nouvelle technologie qui vont être les chasseurs modernes de la Deuxième Guerre mondiale. Donc l'entre-deux-guerres, c'est vraiment une époque où on fait des avions qui sont assez novateurs et qui, comme toute innovation, eh bien, méritent des améliorations. Donc c'est un avion qui pêche par certains aspects, notamment lors des premiers tests à partir du porte-avions Saratoga, on a eu affaire à des problèmes de surchauffe du moteur. Il y a eu également des problèmes d'atterrissage dus à la faiblesse du train. Donc c'est pas un avion qui a véritablement donné tout ce qu'on pouvait attendre de lui, ou du moins ce que le commanditaire pouvait en espérer. Mais enfin, il a tenu son rôle honorablement pendant un petit moment avant d'être remplacé par le F2A2, puis le F2A3 et ensuite le F4F et les autres avions
qui lui succéderont par la suite au cours des années 40. Voilà. Il a eu une petite carrière internationale, très peu. Au départ, la Pologne, c'est anecdotique, mais la Pologne en avait commandé environ 250 aux États-Unis en prévision du conflit qui s'annonçait face à l'Allemagne. Malheureusement pour cette pauvre Pologne, eh bien, les Allemands furent plus rapides et elle fut envahie avant de recevoir les avions qu'elle avait commandés. Donc on n'aura malheureusement pas pu assister au duel de ce F2A1 face au Bf-109 allemand, mais je pense que nous aurons l'occasion de le voir dans la simulation que nous allons commencer dans quelques minutes. Il fut également exporté à la Finlande en environ 40 exemplaires qui étaient initialement destinés à l'US Navy et qui furent ensuite détournés de la commande pour être envoyés aux Finlandais lors de l'invasion de la Finlande par l'URSS au cours de la guerre d'hiver de 1939. Là aussi, son comportement fut relativement bon, en sachant que les Soviétiques disposaient déjà à l'époque, on l'avait vu quand on avait abordé l'Union soviétique dans les précédentes vidéos, disposaient déjà d'avions très polyvalents et très performants pour l'époque, et notamment le fameux I-16 Ishak qui, comme je vous l'avais expliqué, était le meilleur avion de combat de son époque, au moins jusqu'aux alentours de 1937. Voilà. Parlons un peu de la technique de cet avion, maintenant de la technologie. C'est un avion somme toute assez classique. On voit tout de suite effectivement qu'il s'agit d'un monoplan. Les caractéristiques des avions américains, on le remarquera dans d'autres appareils, notamment ceux de l'US Navy, c'est toujours cette espèce d'embonpoint. On voit bien que c'est un avion qui est assez ventru, assez massif. C'est ce qui caractérise souvent les avions américains. Mais au niveau du vol, c'est plutôt un bon appareil. Il est très maniable. Moi, c'est un appareil que j'adore jouer sur War Thunder. Vous verrez quand on fera la bataille, il est excessivement agréable à piloter. Il dispose notamment, vous voyez, d'une queue avec des ailerons elliptiques qui lui assurent une très bonne stabilité. Au niveau de la motorisation, moteur en étoile, donc plutôt pour avion basse altitude, de 940 chevaux qui lui assure une vitesse d'environ 500 km/h, ce qui est tout à fait honnête pour un avion de sa génération. Un cockpit très large qui lui assure une très bonne visibilité, surtout à une époque où justement beaucoup de pilotes avaient encore du mal avec le principe du cockpit fermé. On a bien vu que les Italiens ou les Russes par exemple, avec des avions de cette génération, insistaient auprès des constructeurs pour conserver le principe du cockpit ouvert. Là, on voit bien que Brewster a bien fait la transition, c'est-à-dire qu'on opte pour le cockpit fermé, mais très large, très facile pour le pilote au niveau de la visibilité. Au niveau de l'armement, c'est un peu léger, c'est son principal point faible. Une mitrailleuse 7,62 et une mitrailleuse de 12,7. C'est assez étrange d'ailleurs à noter. Souvent on a deux mitrailleuses de 7,62, ou bien quatre mitrailleuses de 7,62, ou bien deux mitrailleuses de 12,7. Là, on fait un peu la transition entre deux mitrailleuses 7,62 et deux mitrailleuses 12,7. Bon, somme toute, vous verrez, hein, c'est pas un avion qui vous donnera beaucoup de satisfaction au niveau de la puissance de feu. Il faudra plutôt compter sur les assistances à destruction que véritablement sur les victoires, même si vous pourrez en obtenir quelques-unes. Moi, je vais essayer en tout cas d'en obtenir quelques-unes pour vous démontrer tout son potentiel. Mais enfin, je garantis pas, comme pour ceux qui connaissent la série, hein, quand on fait une vidéo de ce type, je ne la refais pas, je la fais de façon tout à fait spontanée. Et chaque bataille étant différente, eh bien, vous pouvez assister à une très belle victoire comme à une défaite totalement calamiteuse. Voilà. Dernier point à noter, il dispose d'une fenêtre ventrale. Là, vous pouvez l'apercevoir ici, de forme rectangulaire. On peut la voir également en vue de dessus à travers le cockpit ici. Donc je pense que ça a été conçu essentiellement pour faciliter les appontages. C'est pas un chasseur bombardier, donc il n'y a pas vraiment d'intérêt pour le pilote d'observer le sol. Mais enfin, somme toute, c'est quand même quelque chose qui peut donner des avantages en termes de pilotage. Mais qui sera finalement abandonné, et peu d'avions, à part les chasseurs bombardiers ou les bombardiers, disposeront de ce type de dispositif par la suite. Voilà, on est déjà à presque 9 minutes, on va lancer la bataille immédiatement. Alors oui, comme je vous le disais, c'est un avion vraiment, vraiment très sympa. Moi j'aime beaucoup jouer cet avion. Le seul souci, c'est qu'on va être très certainement confronté à des appareils de génération supérieure ou mieux armés. Donc, comme c'est souvent le cas, eh bien, on ne sait jamais ce que ça peut donner. Alors, j'aimerais bien que la vidéo dure un tout petit peu. Ça permettrait... Qu'est-ce qu'on a comme map? Voyons voir. Oui, d'accord, ça, je crois que c'est la map italienne. Bon, ma foi, on est près de la mer. Moi, c'est pas mal pour un avion du US Navy. Ça sera un peu plus gameplay. Je lance la bataille immédiatement. On va se méfier surtout... Alors, je reconnais, j'ai joué un peu hier soir, parce que comme j'ai travaillé toute la semaine, j'ai pas vraiment eu le temps de jouer pendant la semaine. J'étais un petit peu rouillé, donc avant de reprendre la vidéo, j'aime bien faire une ou deux parties de chauffe,
histoire de ne pas reprendre le manche de façon trop désordonné et me donner une petite chance de faire une vidéo assez propre. Et hier, j'étais dans une colère noire, j'étais encore confronté à ce que j'avais déjà abordé dans d'autres vidéos, à cette manie de certains joueurs de faire du kamikaze, de vous rentrer dedans, que je trouve totalement insupportable et je n'aurai jamais de cesse de le dénoncer. Par pitié, arrêtez les kamikazes, arrêtez de faire n'importe quoi, apprenez à piloter, essayez de jouer proprement et de gagner avec classe. Bien. Ceci étant dit, voilà, donc vous pouvez remarquer tout de suite à quel point cet avion vire avec aisance. Regardez-moi ça, regardez cette agilité, c'est vraiment très agréable. Le roulis, pas mal du tout également. C'est un avion gracieux, élégant, on dirait presque une danseuse. Et au niveau de la vitesse, regardez comme il reprend de la vitesse immédiatement. Vous voyez, je me remets droit tout de suite, hop, je remonte à 350, 360 km/h. Donc vraiment au niveau du vol, vous verrez que c'est quelque chose de très sympa. Le problème va être surtout l'armement. Donc on va s'approcher de façon mesurée et essayer surtout d'éviter les face-à-face pour faire du combat qui assurera notre supériorité en termes de manœuvrabilité. Voilà. Il y avait un petit P40 qui se promenait en bas, il est un peu loin pour moi. Je vois un TBF que je vais essayer d'entreprendre immédiatement, qui est en train d'attaquer le point d'objectif. Alors, on s'approche. Attention à la mitrailleuse du TBF. Les Avengers sont des chasseurs bombardiers qui sont équipés de mitrailleurs arrière, donc il faut toujours s'en méfier. Alors vous voyez déjà là, on tire, on fait des dégâts, il n'y a pas de souci. Il prend des shoots, mais vous voyez que ma faiblesse en termes d'armement ne me permet pas de prendre l'ascendant immédiatement. Et je dois faire très attention, surtout à son mitrailleur, parce que je ne suis pas d'une grande robustesse. Un coup critique, parfait. Hop, avion détruit. Bon, première victoire, super, je suis content. Donc vous voyez, il faut insister, hein, il faut insister. Le conseil que je donnerais avec ce type d'avion, surtout, n'engagez pas l'ennemi de face, utilisez la supériorité de votre manœuvrabilité pour rester dans ces 6 heures. Et surtout, par contre, faites très attention parce que ça vous oblige à rester longtemps derrière lui pour l'affaiblir ou le détruire. Donc vous risquez de vous exposer à une contre-attaque de ses alliés. Là, par exemple, on a un P40. Non, c'est bon, il est apparemment aux prises avec un de mes alliés Spitfire. Je vois un JU-87 Stuka. Je vais essayer de l'attaquer tout de suite. Alors pareil, les Stuka, tout comme les Avengers, sont des chasseurs bombardiers équipés. Hop, ah oui, petite manœuvre sympathique, notre Stuka là, équipé de mitrailleurs arrière. Donc surtout très attention aux mitrailleurs, ne jamais sous-estimer les mitrailleurs arrière, surtout quand on est proche. Vous voyez là, je suis un peu proche de lui. Bon, je lui donne des coups, mais je suis un peu proche. Ah, bah voilà. Le F4U Corsair, alors voilà, bah vous voyez, le cas classique, le cas d'école, que je vous disais tout à l'heure, obligé d'entreprendre votre ennemi pendant un long moment, obligé de rester un bon moment dans ces 6 heures pour essayer de l'avoir, et donc évidemment, pendant que vous êtes derrière lui à manœuvrer, eh bien, vous vous exposez à une contre-attaque de ses alliés. On a le cas présent, et il faut bien reconnaître que le F4U Corsair est un avion qui me surclasse totalement en termes de génération, et notamment au niveau de son armement. Donc là j'ai pris un tir direct, je pense que j'ai eu pilote tué ou inconscient, enfin bref. Donc j'ai même pas eu la moindre chance de m'échapper. D'ailleurs on remarquera que notre cher F4U nous a fait un superbe papy sur les côtés qui n'est pas sans rappeler le fameux papy Boyington, leader de la fameuse escadrille connue sous le nom français des Têtes Brûlées, mais plus connue dans le nom anglais les Black Sheep. On aura l'occasion de parler d'ailleurs de papy Boyington et des Black Sheep lorsqu'on abordera le F4 Corsair Vogue, qui fut alors là pour le coup un avion complètement mythique de la guerre du Pacifique, et ça on l'abordera évidemment dans les avions d'une autre génération. Je suis vraiment navré que la vidéo n'ait pas pu durer un peu plus longtemps, ça nous fera une petite vidéo de 14 minutes. J'aime bien quand la vidéo combat dure un peu plus, parce que c'est vrai que c'est quand même assez sympa de voir l'avion en vol, m'entendre commenter, vous donner des infos d'ordre historique et technique, c'est sympathique, mais c'est encore mieux effectivement quand la vidéo est un petit peu plus spectaculaire. Ça je le décide pas, je vous l'avais dit tout de suite quand on a commencé la vidéo, je ne sais jamais ce que va donner le combat par la suite, c'est toujours une surprise. Mais enfin grosso modo, je suis assez content parce que vous avez pu quand même voir de quoi il retourne. C'est un avion qui est, comme je vous l'ai dit, qui vous donnera aucun problème en matière de vol, de pilotage. Vous verrez que quand on abordera les avions américains dans les générations futures, ça change complètement. On aura des avions qui seront beaucoup plus difficiles à piloter, qui tourneront beaucoup moins bien, qui seront très lourds, mais qui par contre disposeront d'un armement beaucoup plus puissant.
Donc là vraiment c'est très particulier aux avions de première génération américains. Voilà, on va s'arrêter là pour aujourd'hui, ou du moins pour cette vidéo. Je vais essayer d'en préparer une seconde, peut-être une troisième dans le week-end, hein. J'essaierai d'en faire le plus possible. Avec le temps dont je dispose sur mes loisirs, hein. Pour ceux qui connaissent un peu la série, vous savez de quoi il retourne. J'essaye d'en poster au moins 3-4 dans le week-end, puisqu'effectivement en semaine c'est un peu plus difficile du fait de mes contraintes professionnelles et familiales. Je profite du week-end quand j'ai un peu de temps pour en faire au moins 2-3-4, histoire de permettre à avancer un peu dans la série et puis surtout de vous donner du contenu. Prochaine vidéo, donc nous aborderons le P-36 Hawk, un avion qui lui aussi a marqué son époque au niveau du développement aéronautique américain. Et puis nous continuerons ainsi avec le OS2U3 qui est un hydravion, le P-26-34 également un chasseur, et le SBD-3 que nous avons eu l'occasion de descendre il y a quelques instants et qui est un chasseur bombardier embarqué. Voilà, j'espère que cette vidéo aura été assez agréable à suivre et je vous remercie d'ailleurs d'être de plus en plus nombreux à vous abonner à la chaîne et à suivre la vidéo. C'est pas un raz-de-marée, j'ai pas des millions de vues, mais ça me fait plaisir de constater que vous êtes chaque jour un peu plus nombreux à vous abonner, et merci encore pour vos messages de soutien et pour tous ceux qui m'ont fait part de leur appréciation de cette série. Voilà. Je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao.